c'est vendredi soir, il est 19h, c'est l'heure du grand talk show des experts automoto depuis le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza. Je vous parle de l'Arrobase, bien sûr, celui que vous connaissez si bien. Merci à toutes les équipes de ce très bon restaurant pour leur accueil un mardi sur deux pour l'enregistrement de nos 2 émissions diffusées chaque vendredi soir à 19h. Et oui, eh bien, nous sommes en prime time. On a la chance de pouvoir être sur un créneau vraiment très sympathique. Donc merci Maxime Martinique et nous sommes en simultané vidéo sur www.gtmag.fr. Merci à Speedy Martinique, merci à gtmag.fr, merci à Label Web qui s'associe à moi pour souhaiter un bon dîner-spectacle à tous les clients qui viennent manger avec nous tous les 15 jours dans le dîner-spectacle de l'Arrobase du Casino Batelière Plaza. Nous parlerons ce soir automoto, comme chaque vendredi, à l'exception, malheureusement, de JM qui est en déplacement professionnel et, bien évidemment, qui nous laisse les commandes de cette belle émission. Et bien maintenant, je vais accueillir nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Je parle bien évidemment de Yona Namrit, qu'on applaudit bien fort. Elle nous parlera ce soir des V8 chez BMW. On en saura un petit peu davantage sur cette nouvelle décision ou pas. Ça va hurler un petit peu. Ah, voilà. Nous parlerons également avec Jimmy Thomer des voyants qui sortent un petit peu de nulle part sur nos véhicules. Et c'est toujours un petit peu la terreur et panique à bord quand on voit un petit voyant qui s'éclaire. Donc il nous parlera davantage de ce type de voyants et comment les éviter. Et surtout, comment gérer justement la gestion des voyants. Est-ce qu'il faut se rendre dans un centre spécialisé? Est-ce qu'on peut le gérer soi-même? On verra ça avec lui. Mais également des phares. Les réglages des phares, on sait qu'ils sont souvent très très mal réglés et il pourra nous donner quelques astuces sur justement le réglage des phares. Nous parlerons ensuite avec Éric Rouget de Bugatti. Eh oui. Cette belle marque. Exactement. Donc Éric Rouget nous parlera de Bugatti et de sa nouvelle association marketing commercial et nous verrons en fait en quoi elle consiste. C'est assez surprenant, mais je pense qu'on a des choses assez sympas à débattre, on va dire. On va voir ça, mais oui, Bugatti va encore nous faire une petite surprise, donc on va en parler tout à l'heure. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Et pour finir, on sera avec Nicolas Aron qui nous parlera de petits boosts en Formula I. Oui, on risque d'aller très très vite sur cette chronique parce que les voitures iront elles-mêmes encore plus vite grâce à cette option. Franchement, j'aime bien ça. Déjà que c'est toujours précurseur c'est toujours très avant-gardiste les nouveautés en FIA en général. Donc, je trouve ça très intéressant de parler de la Formula I qui est pas assez mise en avant, je trouve, à mon goût. Oui, c'est clair. Bon, ils nous vendent du rêve. Hein, là. Eh bien, j'ai hâte. Alors, on attend Jimmy Thomer qui n'est pas encore tout à fait arrivé. Il va rejoindre le plateau d'ici peu et nous avons hâte justement de le retrouver au sein de l'équipe. Et pour commencer, nous allons parler également de mon côté d'une série Netflix. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Je vous donne un petit indice. Il s'appelle... Est-ce que quelqu'un a une idée? La série, je crois qu'il vient du Brésil. Oui, elle concerne un pilote assez emblématique du sport de la Formule 1. Enfin, du moins, il a marqué le sport de la Formule 1. Et ce sport, qui est déjà emblématique mondialement, a été plus ou moins marqué par une fin tragique. Et Netflix a décidé, pour l'anniversaire justement de cet accident-là, d'en faire une série. Un bel hommage. Un bel hommage, ou pas. Ça a été critiqué aussi. Et donc, je parle bien évidemment de la série Senna. Donc déjà, sur le plateau, qui a vu cette série? Moi, j'ai vu. Je botte en touche, mauvais élève. Moi, j'ai vu dans la journée. Je ne l'ai pas encore vu, malheureusement. Mais j'ai vu un documentaire qui parlait de Senna, qui n'était pas la série Senna, mais qui parlait malgré tout de Senna. Là, c'était du coup le documentaire sur Alain Prost. Et donc, on parle de cette rivalité et amitié, finalement, qui est entre les deux pilotes. Ouais. Dans la série, c'est bien présent. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Donc, on parle de la série Ayrton Senna. Yona, est-ce que donc toi, tu ne l'as pas vue? Est-ce que tu comptes la voir? Est-ce que c'est une série qui t'attire ou pas? C'est pas dans ton registre. Attends, ne serait-ce que pour le côté culture, oui, j'ai hâte. Mais allez, à la limite, je me dis, peut-être que je la verrai. Tout dépend. Je te laisse me vendre du rêve. Alors, déjà, qui a en tête et qui était entre guillemets présent lors de l'accident? Parce que par exemple, l'accident a eu lieu en 94.
c'était sur le circuit d'Imola. Je n'étais pas née. Donc tout simplement, c'est quelque chose que j'ai vécu par procuration au travers de la série, mais c'est quelque chose que je ne peux pas en parler avec du recul. Mes parents, oui, mais par exemple, moi, non. Donc à l'époque, les Grands Prix étaient diffusés sur les chaînes nationales, donc on pouvait voir tous les Grands Prix. Et du coup, on a tous, de ma génération, on a tous à peu près vu et vécu cette fin tragique, en fait. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque... les accidents étaient filmés et ils étaient retransmis. Maintenant, c'est interdit tant qu'on ne sait pas l'état vital et l'état de santé du pilote. On ne transmet aucune image à la télé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un choc, le choc est filmé, mais les images sont coupées. Donc c'est filmé, mais tant que nous ne savons pas l'état du pilote, les images ne sont pas retransmises. Il y a une coupure d'écran. Donc en fait, vous ne verrez rien de médiatiser à l'instant T à la télé. Alors qu'avant, vous voyez absolument tout, c'est-à-dire même la sortie des corps, la sortie des pilotes était filmée. Donc là, aujourd'hui, c'est strictement interdit. Et donc, pour en revenir à cette série qui, on va dire, fait un focus sur Ayrton Senna, mais également son plus grand rival de l'époque qui est Alain Prost. Je ne sais pas non plus si vous, Alain Prost, ça vous parle ? Oui, bien sûr. quand même. Voilà. Ah oui. Bah oui, forcément, c'était un pilote français, donc forcément, ça ne peut que parler. Contrairement à Ayrton Senna, qui lui, pour le coup, était brésilien, Alain Prost fait quand même, il est quadruple champion. Il a champion du monde. Ouais, champion du monde. Il est quadruple champion du monde. Il a marqué le sport français. Parce que honnêtement, il avait une carrure et une prestance sur la piste qui n'en débordait pas. Et d'ailleurs, c'était donc le concurrent direct de Ayrton Senna. Et cette série a été assez controversée car Alain Prost, qui a regardé donc cette nouvelle série qui est produite par Netflix consacrée à Ayrton Senna, il n'en est pas convaincu. Netflix n'est pas français, donc en même temps, on a ce regard français sur la série. C'est vrai aussi, mais le quadruple champion du monde ne semble pas avoir apprécié tout ce qu'il a vu de ces 6 épisodes. Alors, il faut savoir aussi que la série a été coécrite avec la famille, donc il y a eu l'approbation de la famille, et pour autant, Ayrton Senna semble assez dubitatif quant à la réalité. Alain Prost. Alain Prost, pardon, a été assez dubitatif sur la qualité et la retranscription des émotions et de la sensibilité qu'il pouvait y avoir, et dans leur rivalité, et dans certaines situations. Il fallait un peu gentil et méchant, et je pense qu'Alain Prost, dans la série, ne passe pas forcément pour le gentil. Exactement. En fait, les traits d'Alain Prost ont quand même été assez, je pense, grossis. Ça a été assez... c'est exacerbé pour... C'est exacerbé pour vraiment comprendre la rivalité. Et Alain Prost a clairement dit « je n'aime pas ça et je ne l'accepte pas ». Alors, on peut le comprendre, mais il faut savoir aussi... Alors ça a été dans une rubrique qui a été parue sur plusieurs médias. Alain Prost, il faut savoir que sur les derniers mois, donc les 6 derniers mois de vie, entre guillemets, d'Ayrton, il était très complice et il s'appelait entre 1 à 2 fois par semaine pour échanger sur des thèmes divers et variés. On le sent un petit peu dans la fin de la série, je ne veux pas spoiler. Oui, on le sent, mais justement, il met l'accent sur le fait que c'était quand même quelque chose d'assez présent, d'assez développé. Et malgré tout, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout mis en place dans la série. Et malgré... En fait, on en retient plus ou moins le côté agressif d'Alain Prost envers Ayrton Senna, alors qu'il dit quand même que sur la fin, ils étaient assez complices. Dans la fin, on voit le respect des champions, en fait. Mais ça n'a pas été assez mis en avant pour lui. Si, je me rappelle très bien, moi, de la rivalité qu'il y avait entre les deux pilotes. Alors, j'ai pas vu la série, mais forcément, tu as tout dit, quand c'est une série, c'est que on accentue la dramatisation, bon, c'est un peu romancé, etc. Exactement, c'est romancé. Et comme tu l'as dit, il faut bien un gentil et un méchant. Mais on n'est peut-être pas suffisamment revenu sur les faits qui ont été vécus en direct par des millions de téléspectateurs lors de... Alors, je ne sais plus où c'était à Imola, non, c'était... Imola. Voilà. Et moi, j'étais très jeune au moment où l'accident est arrivé, et je me rappelle effectivement de ces images qui ont marqué finalement déjà l'histoire du sport auto, et puis ces millions de personnes de voir finalement ce héros qui disparaît en direct, donc ça fait quelque chose. Et on a toujours tendance à se dire que c'est toujours les meilleurs qui partent trop tôt. C'est fou, hein?
Oui, c'est vrai. Après, bon, malheureusement, alors je crois que suite à son accident, je crois qu'il n'y a plus eu d'accident mortel. Je parle bien mortel. Les 20 années qui ont suivi cet accident, il n'y a plus les d'accident normes de sécurité mortel. ont vraiment augmenté après. Exactement. Bon, malheureusement, c'est tragique et cet accident a marqué tout un pan de la génération, surtout au Brésil. C'était une star. Et après, quand tu as vu la série, t'es-tu mis au volant de la voiture comme Non, mais en fait, pour être honnête, à la fin de la série, j'avais limite de l'émotion parce qu'il faut savoir que ça a été une série à très gros budget, qu'il y a beaucoup d'esthétisme dans la série et que même une personne qui n'est pas forcément branchée Formule 1 ou qui n'est pas forcément branchée Alain Prost, Ayrton Senna, qui n'a aucune notion, prendra plaisir à la regarder parce qu'elle est très ludique comme série. C'est pas Elle n'est Fast and Furious. Non. Ça n'a rien à voir. Déjà, il y a le côté c'est très doux. humain avec il y a des histoires d'amour, exactement, etc. c'est très doux. Et en plus, c'est très question agréable. pilotage, on est vraiment servi parce qu'on monte à bord de la voiture. Exactement. D'accord. Non, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est une série vraiment qui est ouverte à tous les publics, Exactement. Qui va toucher un petit peu tous les cœurs. Exactement. Par exemple, je ne conseillerais pas Pilote, la série, le reportage documentaire de Netflix sur les pilotes. Ces pilotes de destin, c'est le nom. C'est les pilotes destin ou les destins pilotes. J'ai un bug. Le nom de la série Netflix qui reprend le doc. Alors moi, je les ai toutes vues les saisons. Alors pas les toutes premières parce que je crois qu'il y en a 5, 6, 7. C'est Formula One, pilote de leur destin. Voilà, pilote de leur destin. Donc tu vois, j'étais pas loin. C'est Formula One, pilote de leur destin. Alors malheureusement, celle qui va sortir va être un petit peu arriérée parce qu'on sait déjà que Hamilton est déjà chez Ferrari, alors que la saison qui va sortir, il sera encore chez Mercedes parce qu'il y a toujours un an de décalage. Ah oui. Mais c'est très très intéressant. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas vraiment branchées sport automobile, c'est pas quelque chose que je conseillerais fortement. Par contre, Ayrton Senna, la série Senna, elle est vraiment visible pour toute personne, même pour des adolescents. Je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons revenir à notre petit jeu favori. Jingle. La question qui fâche. Je sens que Jimmy fait un petit peu la tête parce que je l'ai pas mis à la bonne place. Je vais le faire Tu lui piocher. offres la question qui fâche. C'est moi qui choisis. Oui, c'est toi qui choisis, histoire de pimenter un peu ce Cette petite main innocente. je boude. Le chic pour pimenter. C'est vrai, d'habitude on dit les femmes d'abord, mais on va dire le meilleur pour la fin. On en prend une. Oui. Dis-nous tout. On sent que ça cogite là. Ça fâche ou pas Ça cogite. Ça cogite. Bon, mais dis-nous tout. Ça pourrait pour certains. Alors, la question, nous devrions avoir des voitures naturellement bridées afin d'éviter tout dépassement de vitesse excessif. Ouais, c'est... Eh ben je te laisse l'honneur de Plus répondre. besoin de radar. Ouais. On me connaît pour être naturellement un passionné de voiture, comme nous tous autour de cette table, mais bon, voiture bridée, enfin, si on veut, à l'heure actuelle, elles le sont toutes un petit peu, puisque, oui. Non, mais alors, il faut savoir que, par exemple, sur une route réglementée, on ne peut pas dépasser en France métropolitaine, parce que chez nous, en Martinique, nous n'avons pas de portion à 130, mais en France, nous avons des portions à 130. Nous n'avons pas des portions qui dépassent légalement les 130. Donc, théoriquement, je voudrais dire brider à 130. Alors, ce soir, en venant ici, moi, je me suis cru dans un jeu électronique. Aujourd'hui, je me suis fait dépasser à droite, à gauche, à des vitesses folles. Et j'ai dit... pourquoi pas les brider, comme le sont les camions, comme le sont les bus. On n'aurait plus cette excuse dans les accidents de dire il y a la question de la vitesse. Puisqu'on met toujours en cause la vitesse dans les accidents. Là, ça n'existerait plus. Et de toute façon, l'accident, même s'il se produisait, serait à une vitesse plus faible. Donc les dégâts seraient moins conséquents. Bon, après, on le sait que selon le choc, à 50 km/h, on peut mourir. Hein, donc, mais je parle vraiment de, justement, brider, dans le sens qu'on serait totalement libre de pouvoir aller sur l'autoroute. On pourrait rouler à la vitesse qu'il faut. Mais du coup, pourquoi aller au-delà si déjà, légalement, on n'a pas la possibilité de le faire? Ce ne sont pas des voitures de circuit. Donc pourquoi avoir une voiture qui nous permet d'aller au-delà? Mais en fait, c'est ça. Il faudrait un distinguo entre la circulation routière tous les jours pour aller travailler, aller à l'école, etc. et la circulation comme sur les circuits où on peut
s'adonner à sa passion vraiment, mais il faudrait qu'il y ait des circuits. Mais oui, mais partout. alors attention, c'est des véhicules aussi. Tu ne trouveras pas certaines catégories de véhicules sur circuit. Mais si, tu peux faire des courses de 2 chevaux sur des circuits, Bon. ça se fait très bien. Alors ça, c'est ce qu'on appelle Je des n'aime- circuits historiques. Je n'aime pas l'idée. Ok. Je n'aime pas l'idée. Je n'aime pas du tout l'idée en fait qu'on puisse finalement tout normer, tout limiter, tout brider. Oui, mais tout- si demain on dit ça sauve la vie de ta fille. Alors, je dirais que non, ça ne résoudra pas le problème. Pour moi, le souci numéro 1 est un souci de comportement. Ok. C'est comme si on disait que la responsabilité venait du véhicule, alors que non, la responsabilité vient du conducteur. Du Je suis conducteur, complètement toujours. d'accord avec toi. Mais si on sait très bien qu'on ne pourra pas éduquer toutes les personnes d'une société, on essaye de faire le maximum, mais toutes les personnes ne seront pas éduquées. Donc, pourquoi pas essayer de trouver une solution qui forcerait ces personnes qui sont réfractaires à ne pas pouvoir dépasser des 130 des km/h. Parce que je suis d'accord qu'à 130, on peut mourir. Je veux dire, on fait un frontal, on prend une palissade, c'est terminé. Mais néanmoins, combien de personnes on entend dire retour de soirée, on s'est un peu monté la tête avec les copains, on va taper un 180, un 160, on a perdu le contrôle de la voiture, ou tout simplement on a voulu doubler, le fait d'avoir doublé on est monté à 150, 160, on a perdu aussi le contrôle du véhicule, on a quand même, si les radars sont présents, c'est parce qu'on sait que la vitesse est un problème. Donc si on bride, on réduit, je dis pas qu'on supprime, on réduit les accidents. Alors ouais, et alors je te retourne la question, qu'est-ce qui serait le plus dangereux aujourd'hui, la vitesse max d'un véhicule ou la capacité d'accélération, notamment avec les véhicules électriques? Je trouve ça très dangereux, notamment les conducteurs en Tesla S qui s'amusent à faire des accélérations. Bon, ils ont de launch control généralement, ils gardent le contrôle, mais c'est hyper dangereux de placer des accélérations comme ça en pleine ville, etc. Je trouve ça limite plus dangereux que, je sais pas, si, à mon sens, si tu maîtrises ton véhicule, si tu es en pleine ligne droite, qu'il n'y a pas de danger, ça ne me pose pas de problème de rouler à 130. Par contre, faire des accélérations comme ça à tout va au milieu de la ville parce que tu as un véhicule électrique puissant ou autre, ça, je trouve ça super dangereux. Ça, je suis d'accord, mais Tu c'est sais un quand autre même débat. que plus de 90% des conducteurs pensent que ce sont des bons conducteurs. Oui. On La est tous preuve, des bons pilotes au volant de notre Et voiture. après, tu vois le nombre d'accidents. Donc, peut-être quelque part que faire comme ça serait une solution. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre tous les moyens, tout l'attelage judiciaire, etc., pour réprimander, pour limiter? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre ces moyens-là pour éduquer, pour former, pour Mais je sensibiliser? suis complètement d'accord, mais malheureusement, je pense que même en formant, c'est toujours pareil. On va réduire le nombre de personnes qui ne seront pas éduquées, mais il y aura toujours un pourcentage de personnes qui seront réfractaires et qui causeront des problèmes. Et puis après, il faut se dire aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément réfractaires, mais qui malheureusement perdent le contrôle à cause de la vitesse et se retrouvent sans vouloir commettre une infraction, mais veulent doubler et se retrouvent forcément au-delà de la vitesse et se disent bon bah voilà, j'ai une voiture puissante, je vais doubler, alors qu'elle serait restée à sa place, il n'y aurait peut-être pas eu de problème. Donc je vois, c'est aussi une question de mentalité et de réaction, de réactivité, de tout qui fait que on pourrait éviter si les voitures étaient bridées, parce qu'on se dit dans tous les cas je suis à 130, je peux pas doubler, bah, je reste là où je suis. Oui. Bon, alors, est-ce qu'il faut brider des véhicules? Et alors, je pose la question. Est-ce que cette mesure aura le même impact pour quelqu'un qui a, je sais pas, une Mercedes ultra puissante qu'une personne qui aura une petite voiture? Je ne vais pas citer pour pas Du faire coup, de c'est un l'autre vrai constructeur. problème pour les constructeurs, ce que tu dis, Nicolas, parce que forcément, celui qui aura une Renault 5 ou une Mercedes, comme tu dis, ils auront la même vitesse de Voilà. déplacement. Exactement. Donc, à part le luxe et le confort dans la voiture, il n'y aura plus aucune différence. Donc, ça va jeter de nouveau un problème pour les constructeurs, si on fait ça aussi. Alors, si vous êtes d'accord, on pourra revenir sur le sujet tout à l'heure. On va faire un petit pause publicitaire et on reviendra avec Yona qui nous parlera justement de BMW. Allez, on se retrouve tout à l'heure après la publicité.
êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve toute la bande de JM, sans JM ce soir, pour le grand talk show Automoto des Antilles. On l'embrasse bien fort, il est en déplacement professionnel. On remercie bien évidemment toutes nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Je parle bien évidemment de Vanier Le Moulier qui n'est pas avec nous ce soir, mais on pense à elle. On parle bien évidemment de Yona Namrit, de Éric Rouget, de Nicolas Aron et bien évidemment toute l'équipe. On s'applaudit bien fort, mais surtout on remercie nos fidèles partenaires. Je parle bien évidemment de Label Web, de Speedy Martinique et de ses 7 centres de réparation, du Casino Batelière Plaza et de gtmac.fr. Ouais. Alors, Yona, on en vient à toi. Qu'est-ce que tu vas nous raconter ce soir? Alors, on est sur une marque que tout le monde connaît, qui d'ailleurs a fait pas mal parler ces derniers temps en Martinique, car on parle de BMW. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter sur BMW, Yona? Alors, on va notamment parler de la BMW M5 de 2024. Je pense que vous savez tout de même qu'elle a conservé un moteur V8 turbo compressé de 4,4 litres, mais que la puissance combinée grimpe maintenant à 727 chevaux. Elle n'est pas bridée. Elle n'est pas bridée, celle-là, c'est clair. Ah non, alors pour le coup, si on refait appel, si on fait un petit bac, voilà, je pense un que petit comeback sur la question qui fâche, là, on parle plus de chevaux bridés. Hein. Donc, elle est à 1000 newton, on va y arriver, mètres de couple. Alors, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vulgariser les choses pour que monsieur, madame lambda puisse comprendre. Bon, alors, imaginez que vous avez un tournevis et que vous essayez de desserrer une vis très serrée, OK? Jusque-là, ça va, on visualise. Donc, si vous forcez avec votre main, vous pouvez peut-être y arriver, mais si vous utilisez un long manche pour tourner, ce sera peut-être beaucoup plus facile. Eh bien, c'est ce qu'on vient augmenter, c'est le couple, ce qu'on appelle la force de rotation. Et dans le cas de la BMW M5 2024, elle a une puissance de rotation monstrueuse. En gros, c'est comme si elle avait une clé à molette géante qui peut arracher le bitume à chaque accélération. Donc là, quand on parlait de pouvoir brider la voiture, là, on n'y est pas du tout. Tu as donné le sourire à Jimmy, là. En fait, pour donner une idée encore plus concrète, en fait, c'est une voiture classique. Elle a environ 200 à 300 Nm de couple. Un semi-remorque tourne autour de 2000 Nm. Donc la M5 2024, soit plus du triple d'une berline normale et presque autant qu'un petit camion. Donc en clair, on va écraser l'accélérateur et ça va vous catapulter en avant avec une force énorme, même à basse vitesse. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en dis, Nicolas, pour le côté les coups d'accélération de 0 à 100 rapidement? Vois, justement, alors on en parlait tout à l'heure. Bon, est-ce vraiment utile? Bon, voilà, hein, c'est avant tout du plaisir, je suppose, hein, parce que est-ce qu'on a le droit d'ailleurs d'en faire... Non, on n'a pas le droit d'en faire un argument de vote officiellement. C'est très compliqué. Après, c'est vrai que le 0 à 100 est toujours un argument de vente. Pour vous montrer la performance moteur, quand on voulait justement vendre le côté électrique, on disait, regardez, le véhicule fait le 0 à 100 en temps de secondes, comparé à justement certains véhicules. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été qui a vraiment buzzé entre la Tesla et une Lamborghini ou une Ferrari. Je crois que c'était une Lambo. Ou Ferrari ou Lambo, je ne sais plus, il faudrait vérifier. Et en fait, la Tesla, au démarrage, elle l'a mis dans le pâté, la Ferrari. Je crois que c'est à vérifier si c'était une Ferrari. Mais en tout cas, c'était une hypercar. Et c'est là où on se rend compte de la puissance du couple aussi moteur, justement, des électriques. Mais donc, qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Totalement, en fait. Pourquoi j'en parle? Parce que, notamment pour les marchés américains, au niveau de ce moteur V8 qui est justement très apprécié de ce public-là, c'est sûr que sur le marché européen, ça ne fera pas percer. Mais en tout cas, c'est un groupe qui a décidé de maintenir le moteur à combustion pendant encore certains temps. On a vu le positionnement de Donald Trump par rapport à la voiture électrique. Et donc pour eux, d'ailleurs Stellantis, qui il y a de cela quelques mois avait déjà décidé de se séparer du V8 EMI, a décidé maintenant, est revenu en fait sur sa parole et a décidé... Aux États-Unis. Exact, aux États-Unis bien sûr. Là on parle du marché américain. Et a décidé de perdurer encore avec cette approche. Donc là BMW va vraiment cataloguer
dialoguer, si on peut dire, sur différents volets. Donc, on aura vraiment cette partie thermique, cette partie hybride rechargeable également. Et donc, on peut se dire que le V8 a encore de beaux jours sur le marché américain parce que on retrouve encore de gros amateurs, enfin, de gros moteurs. Il y a des marchés comme ça, hein, les États-Unis ou encore le Moyen-Orient, où ça va devenir compliqué pour remplacer les V8 quand même par des hybrides à moteur 6 cylindres. C'est 700 combien chevaux? 727 chevaux. En propulsion. On est quand même... C'est en propulsion. Ouais. Direct sur la une, là. Ouais. Exact. Par contre, on n'aura pas ça en Europe, d'accord, puisque bien sûr, avec l'entrée des réglementations strictes en matière d'émissions, c'est sûr qu'on ne verra pas ce type de véhicule. Ah ben, je pense que le malus, c'est surtout je pense qu'il pourrait en dissuader directement. Oui, ça va aider. Voilà. C'est ça. Concernant le malus, je pense que directement, on est au plafond. Alors voilà pourquoi on ne va pas brider les moteurs. Voilà. Oui, alors ça, c'est quand même vraiment une question qui, je pense, mérite mieux réflexion. Et je pense que c'est quand même dans les tuyaux de certaines... Justement, pour faire le lien, je pense qu'on disait... pour brider ou pas brider, c'est aussi par rapport à cette frustration. Il y a certains amateurs qui aiment bien entendre ce bruit, qui aiment cette sensation de vitesse, ce ressenti. Mais c'est vrai qu'à un niveau rationnel, je te rejoins. Pourquoi aller au-delà, mettre sur le marché un véhicule qui peut avoir une vitesse d'accélération? Oui. C'est pour montrer son savoir-faire, c'est pour montrer la technologie qu'on peut avoir sur certaines marques. Donc c'est le fer de lance de la marque un petit peu. Mais alors pourquoi donner la possibilité à des citoyens lambda d'acquérir ce genre de véhicule si ce n'est pas pour l'utiliser sur un circuit? À la limite, il faudrait qu'il y ait des associations qui vendent en B2B, donc en business to business et pas en business to consumer, donc on va dire en client direct, à des circuits pour donner la possibilité à des amateurs et à des amoureux d'automobiles de pouvoir les utiliser. C'est presque une question politique. Ouais. C'est un choix politique. Mais clairement, mais donc là, c'est là où on voit la limite du côté politique et du côté éthique, si on peut dire ça. Et du côté financier. Andrea, si je peux me permettre, alors Eric doit me confirmer, normalement, pour le permis moto, tu as le droit de passer des paliers de puissance en fonction de l'âge. Tout à fait. Voilà, Nicolas. et c'est pas le cas pour les voitures. Pourquoi ? C'est une bonne question. C'est un apprentissage en moto avant de te lâcher avec des motos plus puissantes. Oui, mais ils font ça pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que la moto est plus dangereuse que la voiture. Mais aujourd'hui, on a trop banalisé la mortalité et l'accidentologie, enfin tout ce qui tourne autour de l'accidentologie en voiture. Et je pense que vraiment, on devrait mettre en amont des réglementations qui pourraient permettre justement de sécuriser tout ça, et des paliers pourraient le permettre. On voit que les jeunes conducteurs n'ont pas accès normalement à certaines catégories de véhicules, mais pourquoi le réserver aux plus 18 ans et au permis A en fait ? Ça devrait justement concerner tout type d'individus en disant voilà, vous voulez avoir accès à un tel moteur, vous allez passer un palier. C'est peut-être l'alternative, voilà. Tout trouver. On va peut-être trouver la solution au débat, à la question qui fâche. Je vais faire un tour à l'Assemblée nationale, je vais leur proposer ça. Exactement, je pense. Nicolas en président, on y est. Mais justement, vu qu'on a réglé Nicolas, entre guillemets une question qui fâche, on va en reposer une autre. Il y en a eu déjà. Oui. Alors, qui se Bon, allez, je touille, moi je veux bien. Fâche. Liona, je te sens inspirée. Je n'ai pas le bras assez long. La question qui fâche, la question qui fâche. Attention. Je touille. On attend. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas... Alors, Nicolas... Le tambour... On a fait le jingle déjà. Mais non, mais... Attention. Jingle entièrement à la bouche. Hein. Ah oui. Comme dans les nuls. Bon, pour le coup, elle fâche. Donc, on est toujours sur de la restriction, j'ai envie de dire. Donc, les radars en voiture banalisée devraient remplacer les radars classiques et être renforcés. Je vois Jimmy qui fait déjà la soupe à la grimace. Qui fait déjà la soupe à la grimace. Je le vois. Il y a le nom blasé, il est en mode c'est qui a posé cette question encore. J'ai absolument rien dit. Mais c'est pas mal. Allez Eric, je te sens inspiré. Alors pour moi, oui, clairement.
parce qu'un radar fixe, quand on est attentif à la route, on va ralentir devant le radar Et on va accélérer réaccélérer tout de suite derrière. Donc je trouve que l'efficacité est beaucoup moindre. Un radar qui n'est pas fixe permet de mettre les personnes en insécurité mentale. Donc ils vont être obligés de faire attention plus longtemps et plus souvent. Moi, j'ai eu fait des contrôles de vitesse avec des voitures banalisées. Comme vous le savez tous, j'étais gendarme avant. Ah bon? Et par exemple, à Dostali, en mettant la voiture juste à côté du bord de la route, mais vraiment au bord de la route, les gens ne la voient pas. Donc en fait, c'est ce que tu disais qui est dangereux tout à l'heure. C'était pas la vitesse presque, c'est l'attention. Donc au bout d'un moment, j'étais avec un collègue, j'ai dit on va sortir de la voiture. Et on était en tenue, se mettre en tenue à côté de la voiture sur lesquelles on avait allumé les phares et les warnings. Donc la voiture était parfaitement visible et il y avait des gens qui continuaient à se faire prendre en vitesse. Donc ça veut dire en fait que l'attention des gens vraiment n'est pas bonne. Et c'est ce qui cause les accidents. C'est pas vraiment la vitesse si tu es à 60 ou à 50, Oui. c'est ton attention qui Et puis va il y a faire aussi ça. le côté effet accordéon. Il y a le radar, on freine, on réaccélère derrière, qui peut créer des bouchons et des dissymétries aussi sur la route et qui n'est pas forcément fluide. Enfin, si demain, on le voit, il y a quand même... Bon, alors, nous, en Martinique, les routes sont quand même assez bouchées rapidement parce que c'est pas très bien desservi. Mais sur un axe classique, vous verrez que n'importe quel ralentissement, parce que les gens roulent naturellement un petit peu au-dessus de la vitesse qui est conseillée. Et donc, ralenti ou ont oublié le radar et pile un petit peu en mode oh, j'ai oublié le radar pour être sûr, je pile pour être bien en dessous de la vitesse. Ça peut créer aussi des accidents. La personne qui pile devant le radar, signalée par Waze et qui sort de nulle part, je peux vous assurer que ça peut créer, c'est accidentogène. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas? On n'a pas le choix. Il n'y a plus de radar. De toute Chez façon, nous, Bah oui, mais chez je nous, parle en de règle toute façon, il y a générale. plus de Je parle en radar. règle Non, mais générale. Ah oui, imagine en tout cas. qu'il y aurait encore les radars classiques. C'est surtout ça. Mais de toute façon, oui, j'essaie d'imaginer, mais je les ai déjà vus tellement brûlés que je sais qu'on y va tout Mais droit. justement, ça serait pas une solution aussi d'arrêter de Financièrement, développer c'est plus financièrement intéressant. des radars fixes pour l'entretien, parce que ça a un coût, l'entretien, le traitement des informations. Bon, après, vous allez me dire, il y a aussi un traitement des informations en voiture banalisée, mais vous avez l'entretien des radars, vous avez la production des radars. Les radars, ici, chez nous, ils brûlent une fois tous les Régulièrement. 3 mois. Voilà. Vous vous rendez compte? Je pense qu'il serait plus judicieux de former même des jeunes gendarmes, ou en faire carrément une spécialité. Bon, le problème en métropole, c'est que c'est des sociétés privées qui font Voilà, ça. c'est ce Maintenant, que donc j'allais dire, ça ouais. donne un autre problème. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il y ait des radars roulants, mais à la condition que ce soit des gendarmes qui fassent ça ou des policiers Ok. et qu'ils le fassent intelligemment. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux une voiture d'une société en privé que rien du tout? Ah, je pense que de toute façon, il faut quand même des contrôles. Voilà. Même si c'est- Mais je pense que le contrôle de la voiture banalisée, bien qu'il soit assez controversé, car les personnes, quand vous les interviewez, elles disent oui, mais on se fait avoir, on nous piège. Mais non, si vous respectez, vous ne vous faites pas piéger. C'est ça, c'est Ouais. comme je disais à certaines personnes qu'on verbalisait, on ne vous a pas fait commettre l'infraction, c'est vous qui la commettez toute seule. Nous, on est là juste pour la constater, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Jimmy? Ah non, je suis d'accord avec Eric. C'est que nous, les automobilistes, on a parfois, enfin, on sait qu'on a en règle générale un mauvais comportement sur nos routes, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai que c'est avant tout, et Nicolas le disait, c'est un problème de comportement. Si d'ores et déjà en partant de chez soi, on ne se dit pas qu'on va respecter les limitations de vitesse, parce que c'est parfois très instinctif, hein. On roule de façon tout à fait normale, à l'allure qui peut nous convenir, mais qui n'est pas en rapport avec la réglementation routière. Donc nécessairement, si on croise un véhicule banalisé équipé d'un radar, on va se faire flasher. Ah, c'est sûr. Donc oui, c'est principalement un problème de comportement, de comportement de tout un Non, chacun. on en revient toujours au même point dans tous les cas. C'est toujours un problème de comportement. Mais maintenant, c'est sachant qu'on est en
pleine conscience, on est en connaissance de cause, on sait qu'il y a des personnes qui restent réfractaires, qui ne sont pas dans l'optique d'adopter un bon comportement sur la route. Quelles sont les méthodes à mettre en place? Parce que je suis désolée, mais la sensibilisation, on le voit même avec la cigarette. La cigarette, combien de campagnes, et en plus on touche la santé directement individuelle. Marche pour quelques personnes seulement. Je veux dire, oui, mais sur le ratio, et c'est très bien, ça fonctionne pour ces quelques personnes, mais l'investissement qu'il y a, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça touche seulement 1%? Même 1%, ça vaut le coup. L'investissement vaut le coup. Non, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens pour être bien plus radical et que ça touche 50%? Est-ce que, justement, il y a le côté financier derrière, mais est-ce que si demain on met le paquet à 40 €, on en ferait toujours un... Alors, je sais que les fumeurs trouveront un moyen de fumer, mais à un moment donné, sur la route, je pense qu'il peut y avoir des méthodes et des pratiques à mettre en place qui ne le sont peut-être pas mises, justement pour côté politique et pour côté financier, parce qu'il faut savoir aussi que les radars, ça met un lobby. Mais justement, est-ce qu'un lobby aussi... Mais justement, est-ce qu'un radar banalisé ne serait pas plus rentable qu'un radar fixe? Est-ce qu'il ne flasherait pas plus déjà en étant banalisé et en coûtant moins? Donc au final, est-ce que ça serait pas un... Alors, on y arrivera parce qu'en métropole, il y a des voitures banalisées qui prennent en roulant, qu'on n'a pas en Martinique, mais qui prennent en roulant dans les deux sens de circulation. Et ça arrivera ici certainement aussi. Alors, Andrea, tu as dit quelque chose qui m'embête un peu parce que, et c'est vrai ce que tu as dit, c'est que ça sera plus rentable. Et en fait, on ne doit pas l'imaginer comme ça. Ça doit être rentable d'un point de vue humain, mais même pour ça aussi, ça sera plus rentable, à mon avis, à moyen long terme, puisque les gens auront tout simplement peur de payer. Donc, est-ce que c'est ça la solution? Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas beau de parler de manière rentable sur tout ce qui est sécurité, mais au final, on le voit bien, même dans l'automobile, si les voitures aujourd'hui ne sont pas bridées, c'est pour quelle raison? C'est simplement pour une raison politique et de consommation. C'est ça. C'est juste pour cette raison, parce que demain, si à Mercedes vous dites, écoute, ta voiture qui vaut 150 000 € et qui a un moteur juste dingue sera au même niveau que la Citroën C3 qu'il y a sur le marché, comme dit Eric, à part acheter du confort et de l'esthétisme, où là justement on va passer pour des personnes qui sont purement superficielles entre guillemets, parce que là on ne pourra même plus mettre le critère de la voiture est performante. La voiture est juste esthétique et elle est juste confortable. Donc là on va rentrer pile dans un schéma de consommation superficiel, parce qu'on achète uniquement de la qualité superficielle dont on peut se séparer. Là dans ce contexte-là, c'est purement un problème politique. Donc au final, les voitures banalisées... Voire économique. Politique, économique, tout. Moi, quand je mets politique, ça englobe tout. Tout est lié, ce sont les 3 piliers. Mais donc au final, si on parle rentabilité, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux que de faire avec les radars fixes, quand on voit ce que ça coûte déjà? Pour moi, les radars mobiles seront beaucoup plus rentables que les radars fixes. C'est pour ça. Donc, bien sûr. Pourquoi c'est pas déjà mis en place? La question reste ouverte. Volonté politique. Puis je pense aussi, c'est le fait. Et coût, parce qu'il faut investir. Ces véhicules à l'achat coûtent cher quand même, ceux qui prennent en roulant, parce qu'il y a 2 systèmes donc dessus de radar. Il faut qu'il y ait un radar qui mesure sa propre vitesse et un radar qui mesure la vitesse des autres. Donc c'est un peu compliqué et ça a un coût. Oui, mais je pense quand même que le coût est moindre que le développement des radars pieuvres qui prennent absolument tout. Et qui sont déjà... alors déjà, c'est qu'en métropole, et sinon on ne l'a jamais eu ici en Martinique. Mais le jour où on en a un et qui brûle, je peux vous dire que le contribuable, il va payer cher derrière. Hein. Je pense aussi qu'il y a une donnée qu'on occulte, c'est la partie opinion publique. Tu parlais de politique, et là encore, pour le commun des mortels, pourquoi je parlais de restrictions, en fait, quand j'ai lu la question, c'est de se dire, encore une fois, on met en place un procédé, une mécanique qui va venir frustrer. Et donc, quelquefois, le politique n'a pas forcément aussi envie d'aller vers le dur, on va dire, l'alternative. Il veut être réélu, tu veux dire, peut-être. Voilà. Je sais pas. C'est toi qui as dit à cause de ça. Non, mais à un moment, parlons vrai. Il y a de ça aussi. En tout cas, c'est l'opinion publique. À un certain moment, si vous allez froisser X personnes qui ressentent un sentiment de frustration, forcément, il y a des conséquences. Non, mais tu as complètement raison. C'est vrai que l'opinion publique, on n'y pense pas assez. Mais demain, si vous avez une espèce de révolte
de consommateurs qui disent mais non, mais attendez, ça ne nous convient pas. Alors après, bien évidemment, vous êtes obligé de vous plier aux règles. Mais à quel prix? Mais c'est un peu ce qui s'est passé pour les radars fixes finalement. Ça ne nous convient pas. Ils ont tous brûlé. Dans un contexte particulier, certes, mais... Voilà, alors si on peut éviter de donner ce type d'exemple pour inciter justement aux révoltes quand nous ne sommes pas d'accord, c'est très bien. Il faut voter pour notre sécurité quand même. Exactement. Ouais, voilà. Eh bien, on va continuer avec justement ces petits débats dans un instant, après un petit écran publicitaire, et je vous dis à de suite. De retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On se retrouve tous les vendredis pour le grand talk show Automoto des Antilles. Merci d'applaudir nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Et oui, je parle bien évidemment de Yona, d'Eric, de Jimmy et de Nicolas. Coucou. On remercie également nos fidèles partenaires. Je parle bien évidemment de Label Web, de Speedy Martinique, de Casino Batelière Plaza, de l'arrobase du Casino Batelière Plaza et gtmag.fr. Eh bien, on va se retrouver avec plusieurs chroniques de nos amis qui vont nous parler, pour commencer, avec Jimmy Thomer, de ces fameux voyants surprises qui sortent de nulle part sur notre tableau de bord, comment les gérer et surtout également comment régler ces phares. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on met automatiquement mais qu'on ne sait jamais vraiment si c'est bien réglé. Donc Jimmy, quels sont les conseils pour ta rubrique Speedy Martinique? Alors, on commence par quoi? Les voyants ou les phares? Ouais, les voyants. Éclaire-nous sur les voyants. Pas mal. Si on peut éviter de faire « Allô papa, j'ai un problème avec un voyant, qu'est-ce que c'est ?» On t'écoute. Sur la plupart des véhicules, on a tous ces petits voyants qui, de temps en temps, nous pourrissent la vie ou sinon nous font peur. On a beaucoup d'automobilistes pas qui se plaignent, mais qui en tout cas craignent les voyants de couleur qui s'allument sur leur tableau de bord. Alors il y en a de deux sortes, des voyants de couleur orange pour la plupart, qui sont des voyants à titre informatif, vous indiquant qu'il y a un dysfonctionnement qu'il faut rapidement corriger. Donc ça, vous pouvez voir avec un professionnel dès que vous le pouvez. Et les voyants rouges qui, eux, sont bien plus graves et qui, à ce moment-là, demandent un arrêt immédiat ou une intervention immédiate chez un professionnel. Yona. Alors, Yona. Tu as un voyant dans ta voiture. Non, mais là, ça m'intéresse tout de suite. Tu parles à mon cœur. En fait, quand tu nous dis qu'effectivement, qu'il faut très vite pour le voyant orange ramener, on est sur quel délai? Ça dépend du type de panne. Si c'est et encore, ça peut être un problème tant électronique que mécanique. Un problème électronique, on a souvent des interventions sur les capteurs ABS. Le problème électronique, sur ce type de capteur-là, ça ne t'empêche pas de rouler, bien que ce soit un élément de sécurité active du véhicule. Cependant, je sais que ma belle-mère a eu un souci avec un de ses capteurs ABS sur son véhicule. Je croyais avec toi. Non. Et elle a contacté le concessionnaire qui lui a donné rendez-vous 2 mois plus tard. Donc elle a roulé 2 mois avec le voyant allumé. Mais est-ce que c'est uniquement le concessionnaire qui peut s'occuper de ces défauts? Alors, si on va dans un centre agréé? Non, pas uniquement le concessionnaire. On peut aller dans n'importe quel centre agréé, notamment l'un des 7 centres Speedy, dans lesquels vous avez des techniciens qui ont les outils électroniques nécessaires pour diagnostiquer le véhicule et savoir à quoi correspond le voyant allumé à votre tableau de bord. Mais j'ai une question, parce que je pense qu'on a souvent... Avant que le voyant rouge s'allume, il n'y a pas le voyant orange pour nous prévenir? Il y a déjà le voyant orange qui s'allume. Mais oui. Des fois, le rouge s'allume directement. Après, ça peut tourner au rouge si l'on est négligent, si on ne prend pas en compte immédiatement le... Alors,
plus C'est souvent les rarement, niveaux d'huile, etc. Voilà, c'est souvent les niveaux d'huile, niveau d'eau défaillant, etc. Les pressions Mais pneumatiques. également, et bien souvent, le voyant orange est accompagné, que ce soit le voyant orange ou rouge, ils sont accompagnés d'un message qui vous indique tel ou tel dysfonctionnement et vous disent arrêtez-vous ou faites contrôler telle ou telle chose. Donc à ce moment-là, il faut effectivement prendre la peine de se tourner vers un centre d'entretien concessionnaire ou encore une fois un des 7 centres Speedy afin de pouvoir remédier Parfois, à cette panne-là. c'est pas grand-chose. Hein. Parfois, c'est pas grand-chose. Il n'y a tout à pas fait. longtemps, donc il y a un mois à peu près, sur mon fourgon, tous les voyants s'allumaient. Et le moteur C'est se dingue. coupait même. C'était orange, rouge, à gauche, à droite. Et peu importe la Mais c'était un panne, en souci fait. technique Et en fait, c'était électronique. juste la cosse de la batterie qui était, Incroyable. Ah oui, d'accord. qui était abîmée. Et donc, juste en levant le capot et en remettant bien la cosse, tout est redevenu normal. Le voyant le plus fréquent que vous aurez allumé sur votre véhicule, c'est celui de la perte de pression d'air dans les pneus. Oui. Ça, c'est systématique. Après, reste à savoir comment le réinitialiser. On a encore trop souvent, malheureusement, des automobilistes qui ne savent pas comment réinitialiser le voyant de pression de pneus. Donc, tournez-vous vers un centre Speedy, on vous expliquera ça. Et ben voilà, avec grand si ça plaisir. c'est pas joliment Entre- dit. Voilà. Alors, je voudrais également savoir rapidement en quelques mots pour la position des phares, comment ça se passe? Parce qu'en fait, on met toujours nos phares de manière automatique, mais ils sont souvent très mal réglés. Alors, pour la majorité des véhicules, alors les véhicules les plus récents ont un système électronique qui permet de régler de régler automatiquement la hauteur des phares. Les phares se règlent en fonction du poids du véhicule. C'est-à-dire que si vous êtes seul, le phare aura une distance de projection rectiligne. À partir du moment où vous chargez le véhicule, le flux lumineux aura tendance à s'élever. Et donc, sur certains véhicules, vous avez la petite molette qui se trouve sur la gauche de votre volant, près du tableau de bord, où vous avez différents niveaux de levée réglage. d'éclairage de vos phares. En général, il faut que ça reste positionné sur 0. Et plus vous chargez le véhicule, plus vous allez monter. Vous allez Bien évidemment, mettre la personne ne le molette. fait. Alors, bien évidemment, personne ne le Je vois fait. bien nos amis dire ah, tu es monté dans le véhicule, Ou attends, il faut sinon- que je règle les phares ou- parce que là, il s'est abaissé. Ou sinon, encore une fois, il y a beaucoup d'automobilistes qui le règlent sur 3. En général, ça va jusqu'à 3 sur la Bon. plupart des véhicules. Voilà. Mais De toute manière, au contrôle technique, ça on le voit, c'est signalé. au contrôle technique, on le voit. Si le phare est mal réglé, le contrôleur du centre de contrôle technique vous Le signale. vous le signalera. Et encore une fois, vous pourrez venir dans un des centres Speedy afin qu'on puisse faire le réglage Eh pour bien, vous. ça c'est Sur génial. les véhicules les plus récents où ça se fait de manière automatique, il y a des outils de technologiques qui permettent de faire ce réglage de façon simple Eh bien, et c'est facilitée. parfait. Voilà, Bah voilà. alors justement, en parlant de véhicules techniques, modernes, nouvelle génération, on va se tourner vers Éric Rouget qui va justement nous parler de Moi, je vais vous parler d'art. Bugatti. Je vais vous parler d'art, moi. Est-ce que pour vous, une voiture peut être une œuvre d'art? Absolument. Bah, alors ça, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de question qui fâche, il n'y a pas de débat, c'est oui. Ce sera l'unanimité. Moi, j'ai bien des amis qui mettent des motos dans leur salon, mais pas de voiture. Eh bien, Bugatti a résolu le problème. On Bugatti t'écoute. Alors avec qu'est-ce que l'aide de Bugatti a Faringo, fait? a créé un garage qui s'appelle le FG01 pour mettre ses petits bijoux de Molesheim, puisque c'est une marque française, Bugatti, qui date du début du siècle dernier. Donc ils ont créé un garage qui est tout en verre et en métal, avec tout un tas d'options d'ailleurs, la température par exemple, l'hygrométrie. Donc on peut régler l'hygrométrie pour que la voiture ne s'abîme pas. Incroyable. C'est vrai que l'humidité, c'est quand même un fléau sur les voitures. Ah oui, Des- totalement. Des petits coussins pour les pneus de la Bugatti. Donc, Bah c'est oui, incroyable. bah oui. Ah oui, quand évidemment. même. Pourquoi des petits coussins? Parce que le train de pneus d'une Bugatti, c'est 30 000 €. Oui, donc c'est utile. Donc il faut les soigner un petit peu. Alors, il faut savoir aussi qu'un véhicule qui est à l'arrêt pendant un certain temps, le pneumatique se déforme. C'est Donc, ça. quand Il faut faire. par exemple, certaines personnes qui laissent un véhicule dans un garage pour X raisons sur plusieurs mois, on leur dit souvent de déchausser le véhicule et de conserver les pneus à l'abri parce que sinon, la qualité du pneumatique se dégrade. Donc ils ont créé ce petit écrin de verre et de métal pour mettre à l'abri du Mistral
Et des Du tourbillons. Mistral gagnant. Non, la Mistral, la Bugatti. Et la Bugatti tourbillon. Voilà. Et donc, oui, Nicolas. Oui, non, je trouvais ça quand même assez spécial. C'est d'investir autant de confort pour une Bugatti. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. alors, Éclairage expliquez-nous à tout. l'aide du garage, qui est en verre, donc que tu peux mettre dans ton salon. Éclairage à LED, pourquoi ? Pour ne pas que la voiture reste dans le noir. Ah bah, oui, elle pourrait avoir peur. Non, Ah non. Bugatti, toujours. La voiture noire. Ah, waouh. Ah ouais, effectivement, j'avais pas fait la Oh là rapprochement. là. Ouais, très Là, on juste. va loin quand même. Bien. On est, Ouais. C'est incroyable. Là, il y a vraiment. Là, si on parle pas de marketing, on parle plus de marketing. Et dans cet écrin, ce petit bijou, vous avez du cuir bleu, évidemment, dans un petit placard où vous pouvez mettre vos petites affaires. Vous avez une plaque qui décrit le véhicule qui est à l'intérieur du garage pour que les gens puissent voir, puisque c'est quand même pour flatter l'ego des personnes un petit peu argentées, on va dire. Vous avez également une petite vitrine pour mettre les objets de collection. Un petit peu comme fait JM avec ses petites voitures miniatures, mais pas tout à fait dans le même... C'est ça, c'est sa petite étagère de collection qu'il regarde, mais il les a pas conduits, mais il les regarde tous les matins. Voilà, c'est ça. Et des petits logos EB un petit peu partout dans le garage. Pourquoi EB, d'ailleurs ? C'est obligatoire. Pour Allez, le on nom du t'écoute. créateur de la marque. C'est Bah, ça, Jimmy. Jimmy, Voilà, Eduardo ça, Bugatti. Je te décerne le trophée du bon élève de la soirée. Ettore Sauf que c'est Bugatti. ça. Ah, Voilà. c'est pas Eduardo, donc. Et donc, Donc, qu'est-ce et que tu nous tout dis est de entièrement plus personnalisable en plus. Donc, Combien suivant ça notre coûte budget, on peut encore augmenter le confort Alors, de la voiture. Voilà. Mais C'est c'est quoi c'est le- quand même incroyable. Le prix minimum, du coup, Donc, c'est quoi? donc, alors, justement, ni Bugatti ni Farah Gold n'ont donné de prix pour l'instant pour ce garage. Pour ne pas Donc faire c'est peur. un petit peu la surprise. Et moi, je vais attendre un petit peu de le commander parce que je veux savoir quel sera le tarif de l'octroi de mer sur ce type de garage. Appelez ton banquier déjà. T'as appelé Ah, ton mon banquier. Dieu. Je pense que tu vas t'octroyer toi-même, là, je pense. C'est là où on est vraiment sur une phase où Et- c'est mais quand même vous- incroyable. Vous connaissez le slogan de Bugatti quand même, On donc. t'écoute. Alors voilà le slogan de Bugatti. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher. Voilà. Bah, Ah bah, forcément. c'est Si, eux si qui ça, le disent, oui, hein, si franchement. ça pouvait être la véridique, franchement, ça, Voyons. ça serait assez sympathique tout ça. Ben justement, eh bien, on va changer un petit peu de... Une petite précision, comme on parle Dis-nous. souvent de voitures électriques, Bugatti a fait en 1931 une petite voiture électrique qui s'appelait la Type 56. Incroyable. Incroyable. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette petite Alors voiture? c'était juste une voiture pour se déplacer à l'intérieur des ateliers pour le monsieur Bugatti. Mais comme quoi, c'était vraiment avant-gardiste. Et justement, en parlant de voitures électriques, quelle belle justement transition. Nous allons parler avec Nicolas Aron du P-Boost qui vient d'apparaître dans la Formule I. Alors, explique-nous un petit peu ce que c'est ce P-Boost, ce petit boost. Alors, on connaît déjà certains DRS, certains petits gadgets qui permettent d'améliorer la performance sur circuit. Et bien maintenant, on va passer à la Formule I et tu vas nous expliquer tout ça en détail. Donc c'est clair que depuis le premier véhicule électrique de Bugatti, les choses ont bien évolué. On a même maintenant aujourd'hui de la Formule 1, une formule dédiée aux véhicules électriques. Alors, et oui, les pros de l'innovation, que sont les automobilistes, les pilotes, les constructeurs de la Formule 1, innovent encore. Donc, dès la prochaine course qui aura lieu d'ici quelques temps, les monoplaces électriques pourront bénéficier d'un Pit Boost. C'est une recharge ultra rapide de 10% de leur batterie lors de leurs arrêts au stand. Donc, imaginez un peu. Deux mécaniciens branchent un chargeur à l'arrière de la voiture, attendent que le Lollipop Man donne le feu vert et hop, la voiture repart avec Incroyable. un surplus d'énergie. Ultra C'est un peu rapide, comme le quoi. pit stop. Hein. C'est quand on dit allez, on fait un pit stop, là on le transforme, c'est vraiment le pit Et boost, bientôt quoi. pour nous Ouais. aussi. On s'arrête, on repart avec... Ah, c'est incroyable. On a pris le champignon magique, on se croirait un petit peu dans Mario Kart. Là, on a pris le champignon magique et on repart. Non, mais Ouais. c'est incroyable. Alors, sur Mario Kart, ça marche avec effectivement le champignon, mais comment ça marche en Formule 1? Dis-nous Donc, tout. chaque équipe dispose d'un seul pit boost par course. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxièmement, l'opération est minutée et contrôlée par la FIA, l'instance qui régit la Formule 1.
Troisièmement, des chargeurs de secours sont prévus en cas de pépin technique, ça peut arriver, donc on a des chargeurs de secours. Ensuite, si la voiture a besoin de réparation, le pit boost doit être débranché avant toute intervention. Ouais, oui, c'est comme ça. Et dernièrement, enfin, et surtout, les pénalités de temps doivent être purgées avant de pouvoir utiliser le pit boost. Donc il paraît que ça va nous promettre un spectacle plus intense, mais il y en a qui pensent aussi que ça peut être un vrai casse-tête en perspective. Je m'explique. Alberto Longo, le directeur du championnat, présente le Pit Boost comme une révolution pour le sport automobile, mais attention, le système n'est pas encore au point. Lors des essais de pré-saison, l'écurie DS a rencontré des problèmes de fiabilité et Simon Merchet, ingénieur chez DS, s'inquiète. On ne maîtrise pas tout. On est dépendant du système. Et oui, je le dis comme ça parce qu'il l'a pensé comme ça. Donc, c'est un nouveau paramètre stratégique qui s'ajoute à l'attack mode. Donc, ce pit boost qui vient s'ajouter donc à l'attack mode et un boost de puissance déjà existant en Formule 1. Donc, les pilotes devront jongler entre les deux options pour optimiser leur stratégie de course. Mais c'est quand même assez technique, hein. Là, on parle vraiment d'un ajout. Il va falloir jongler. Hein. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en peu de temps, ils vont recharger de 10% à peu près, tu as dit. Comment sont-ils capables déjà de faire ça ? Ça, c'est impressionnant. Parce que sachant que moins ils passent d'autres stands dans les stands, mieux c'est. Donc il faut vraiment qu'ils passent très peu de temps pour avoir 10% en plus, ce qui est quand même énorme en peut-être une minute ou quelques secondes. Ça va vraiment être tout l'enjeu des ingénieurs et des jonglages mathématiques, parce que là, tout à l'heure, ça va être tout nous, chronométré. Et puis pour nous, peut-être après, pouvoir avoir des arrêts d'une demi-heure où notre batterie sera complètement rechargée. Donc, ce qui serait une sacrée avancée quand même sur les. Dans tous les cas, on sait que c'est avant-gardiste, hein, que tout ce qui passe par la F1 finit par un moment donné par être démocratisé sous une forme. Un laboratoire. C'est un laboratoire de recherche à ciel ouvert, hein, clairement. Quand on voit ça, c'est peut-être une petite innovation dans la Formule 1, mais peut-être que pour nous, plus tard, ça sera une grande innovation. Au final, faire un petit peu comme on fait pour recharger quand on fait le plein de voitures, on va s'arrêter, on va nous brancher et en quelques minutes, on va faire le plein, on va dire voilà, je veux 20%, 30%, 40% et on sera capable de faire un plein d'énergie. Je pense qu'à terme, si l'électrique se développe correctement, c'est ce qui se passera. Donc honnêtement, je pense qu'on est sur la bonne voie. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas ? Je pense que ça a un réel intérêt. Sincèrement, c'est une option qui a peut-être dans un premier temps été pensée pour le spectacle. Effectivement, peut-être avoir une certaine équité entre les écuries parce qu'il y en a qui ont plus de moyens, etc. Donc c'est une option supplémentaire qui permet la stratégie, etc. d'animer les courses, on va dire. Sachant que l'équité est déjà forcée dans Formule 1 où justement chaque écurie a un budget prédéfini et il y a des très grosses pénalités si et de plus en plus de contraintes et de normes pour essayer d'avoir des voitures les plus possibles équilibrées pour vraiment voir la compétition et que ce soit assez équitable. Mais maintenant, pour le grand public, c'est clair qu'il y a un vrai intérêt. Recharger sa batterie dans un temps minimum, donc c'est l'enjeu principal, à mon sens, des véhicules électriques. Si on arrive à recharger de 10% un véhicule en une minute, imaginons, je pense que les gens se tourneront vers l'électrique si on arrive à des solutions comme celle-là. Clairement. Ah, mais ça, c'est clair. Eh bien, écoutez, on arrive sur cette fin d'émission. Et c'était une très très belle émission. Je vous remercie chacun parce que franchement, c'était vraiment de très belles interventions. Donc merci à vous tous et toutes d'avoir suivi ce soir les experts automoto sur Maxi Martinique en simultané vidéo sur www.gtmac.fr. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Entier diffusé sur Maxi Martinique et dès lundi, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique et juste après, le super Moscato Show. Et entre ces deux émissions, retrouvez l'Instant Auto présenté chaque matin par Jean-Marc Volched à 7h05 et 8h05. À vendredi prochain, 19h et surtout, bon week-end. Bonsoir. Salut.